Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et c'est un bilan lecture qui était assez sympa. J'ai lu des titres que j'ai beaucoup aimés et j'ai lu d'autres titres qui ne m'ont pas convaincu. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Le premier titre que j'ai lu, c'est un film d'horreur de R.L. Stine. C'est le tome 52 de la collection Chair de poule. Comme vous le savez, je commence à collectionner un peu cette collection. Je trouve pas mal de titres dans des boîtes à livres et je suis trop contente. Ce titre ne fait pas exception, je l'ai trouvé dans la boîte à livres et quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus et je me suis dit je vais passer un bon moment et j'avais raison. J'ai passé un très bon moment en compagnie de ces deux jeunes enfants qui sont passionnés par des films d'horreur. Et quand l'occasion se présente, quand leur père leur présente un prospectus pour une colo d'été, les deux garçons n'hésitent pas un seul instant. Ils vont se jeter dessus comme moi je me suis jetée sur ce titre et ils vont se dire on va passer un excellent moment, on va passer un super moment cet été avec d'autres enfants passionnés par les films d'horreur de ce monsieur, ce réalisateur qui détient cette colo d'horreur. Du coup, nos deux protagonistes, Tyler et Andrew, qui sont deux petits frères, vont en colo en été. Mais les choses ne vont pas se passer comme espéré parce que cette colo, eh bien, c'est une colo d'horreur. Mais l'horreur n'est pas exactement celle à ce que ces deux frères s'attendaient. Elle est bien plus insinueuse et bien plus trompeuse parce qu'il y a des personnes impliquées dans cette histoire. C'était vraiment chouette, j'ai adhéré à 100% et c'est bizarre. Au tout début, quand j'ai commencé à lire cette collection avec le premier tome, je me suis dit non, ça va pas le faire. Maintenant, je suis une adulte, je l'ai pas connu quand j'étais enfant. Je pense pas que je vais adhérer à ces histoires. Mais finalement, chaque fois que je prends un titre, je me suis dit mais c'est chouette en fait. C'est vraiment chouette. Un film d'horreur des R.L. Stine, c'est une très bonne découverte. N'hésitez pas, un petit chair de poule qui ne mange pas de pain. Le prochain titre que j'ai lu, c'est Alice in Borderland. Peut-être que ce titre vous dit quelque chose parce qu'il a été adapté dans une série Netflix. J'ai commencé à regarder la série, en fait le premier épisode, on va pas se mentir, juste le premier épisode de la série sur Netflix, mais j'avais pas adhéré. Je sais pas pourquoi, c'était pas pour moi. Je sais pas si c'était les décors ou les jeux d'acteurs, franchement je me rappelle pas parce que ça fait un bail. Et ce tome 1, ça traînait depuis un bon moment dans ma pile de mangas numériques. Je l'avais récupéré au moment du Covid. Je pense que c'était en 2019 ou 2020 quand les maisons d'édition elles étaient très généreuses avec les premiers titres des mangas. Du coup, je me suis dit ok, on va le tester là maintenant. Petite survival, ça peut le faire. Et finalement, ça l'a pas fait vraiment. Je vais pas vous mentir, je vais pas continuer cette série de mangas parce que je n'ai pas adhéré ni à l'histoire ni au dessin que je trouvais assez simpliste. Je parle des dessins notamment. Il reste correct, mais c'est pas du niveau des Gutenberg, Junji Ito, Taniguchi, Urasawa, etc., etc. Loin de là. Quant au personnage et à l'histoire, j'ai pas adhéré. Je pense que je suis pas faite pour ce type d'histoire où juste un protagoniste doit survivre. Et pourtant, il y a encore des histoires que j'aime bien. Mais cette histoire de manga, elle m'a pas vraiment conquise. Déjà, les personnages, ils étaient pas du tout attachants. On n'avait pas vraiment des backgrounds de nos protagonistes, de nos 3-4 protagonistes présentés dans ce premier tome. Et au-delà de ce fait, c'est juste des jeux à mort. Pour vous faire un synopsis, pour que vous voyez un peu plus le cadre général, nos protagonistes sont téléportés dans un monde parallèle, le Borderland il me semble, et là-bas, ils doivent participer à des jeux meurtriers. Chaque victoire prolonge leur survie, leur espérance de survie, tandis que chaque échec est bien échec et mat. Vous l'avez compris, ils seront morts dans quelques minutes, quelques heures, etc., etc. J'ai pas du tout adhéré ni au jeu, ni à ce qui se passait, à l'interaction des personnages. Sans pas, mais je vais pas continuer cette série. Passons maintenant à une autre série que je viens de terminer, c'est Decrease tome 3. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez vu que cette série était avec des hauts et des bas. Il y a certains tomes que j'ai beaucoup aimés, il y a certains tomes que j'ai trouvé exécrables, et finalement, cette fin, ce tome 3, il était, ma foi, vraiment bon. J'ai trouvé que la fin, la finalité de l'histoire était
très bien amené, que nos personnages qui restaient après cette lutte entre le bien et le mal, ils étaient assez sympatoches. Et la finalité ne m'a pas déplu. Je trouve que c'est une très très bonne fin qui conclut très bien cette série zombiesque de destruction de l'humanité avec un personnage qui est fort, qui aime beaucoup l'humanité et qui aime beaucoup ses amis et ses alliés héros. Dans ce temps final, nos héros sont presque à ça de gagner. Mais quand même, les méchants, l'équation anti-vie, elle lâche pas l'affaire. Nos héros vont essayer de sauver la galaxie, en tout cas ce qui en reste, parce que cette équation anti-vie, elle a envahi tous les univers peuplés. Elle a envahi les héros, les surhumains. Normalement, on devait protéger l'humanité. Enfin, humanité. Je dis humanité, mais je sais pas comment on pourrait qualifier les surhommes et les extraterrestres. On va dire humanité dans sa globalité, la vie dans sa globalité. Ils sont là pour défendre ces vies humaines, extraterrestres, etc., etc. Mais c'est pas facile parce que les alliés se font de plus en plus rares et ils doivent trouver des alliances dans des endroits incongrus avec des partenaires incongrus qui hier étaient des ennemis, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé ce tome 3 parfait, la finalité parfaite. Je peux pas dire que c'est ma série préférée, ma saga préférée, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est une série que je qualifierais des moyennes, mais si vous aimez un peu tout ce qui est zombie, vous pouvez lui donner sa chance. On va passer maintenant à une petite BD que j'avais gagnée lors d'un calendrier de l'Avent cet hiver. C'est Un dernier été au cimetière de Santa Matita. C'est une histoire tout en douceur qui nous apprend comment accepter et comment s'approprier la mort de l'autrui, comment accepter et faire face au deuil, comment lutter avec ses démons intérieurs et comment faire face à une société dans laquelle on se retrouve seul après la mort d'un être cher. Et c'est touchant, il y a des thématiques assez touchantes, assez bien amenées, même si le tout n'est pas à 100% maîtrisé, entre guillemets, parce qu'il y a des thématiques abordées où on aurait pu aller plus en profondeur. Ils sont juste frôlés. On parle un peu de l'acceptation de soi, on parle un peu de l'acceptation de l'autrui et des relations interhumaines que les autres voient d'un œil mauvais. Ça parle des thématiques qui sont très présentes dans notre société actuelle. Et le dessin, ce dessin pastel, tout en douceur, il illustre très bien les propos de l'auteur ou de l'autrice. Je sais pas exactement si c'est une femme ou un homme. Dans cette histoire, on va suivre des communautés, des gens qui se regroupent chaque été dans un cimetière afin de célébrer les défunts, avant de se rappeler ces êtres chers qui les ont quittés par le passé. Et du coup, ils s'installent dans ce cimetière et ils mènent une vie commune avec des hauts et des bas, avec des regards un biais parfois adressé à d'autres personnes et on voit un peu leur quotidien, on voit un peu les relations, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce cimetière lors de l'été. Comme je vous disais, c'est chouette, les thématiques sont ramenées tout en douceur. On sent une petite fragilité, une petite émotion à la lecture de cette BD. Moi personnellement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Vraiment, c'était sympa et c'était une bonne découverte que je vous recommande. N'hésitez pas. Un dernier été au cimetière. On va changer maintenant un peu des registres et on va aller dans le surnaturel, paranormal, extraterrestre. Spooksville, tome 4 de Christopher Pike, les kidnappeurs de l'espace. Avant de vous dire de quoi ça retourne, il faut savoir que Spooksville, c'est une saga, c'est une série de romans courts dans la veine des Chairs des Poules. Je pense qu'ils sont sortis plus ou moins dans la même période, mais contrairement aux Chairs des Poules, les Spooksville nous présentent les mêmes personnages. On a les mêmes 4 personnages principaux qui reviennent dans chaque tome avec une nouvelle aventure. Du coup, je vous recommande de commencer par le tome 1, mais si vous ne l'avez pas comme moi je l'ai trouvé dans des boutiques d'occasion à partir du tome 4, et j'ai trouvé 6 tomes. J'ai présenté ça dans un book haul, peut-être que je vais l'épingler quelque part ici si je me rappelle. Mais comme je vous disais, si vous commencez par un autre tome, lisez d'abord la description sur Wikipédia pour vous faire une petite idée du décor, des personnages, afin de ne pas rentrer dans cette histoire et vous dire « Ah mais j'ai l'impression que ces personnages ils se connaissent déjà, comment ça se fait qu'on est là en plein cœur de l'histoire et qu'on a l'impression
que les liens sont déjà tissés? Eh bien, oui, ils sont déjà tissés parce que la rencontre des protagonistes s'est faite dans le tome 1. Et on va voir que dans les autres tomes, il y a des petites références au tome précédent. Ils vont dire « Ah oui, mais là, je me rappelle, on est allé dans tel endroit. Ah oui, mais là, on a fait telle chose. » Il y a des petites piqûres de rappel par-ci par-là, mais c'est pas dérangeant, franchement c'est pas dérangeant. Vous pouvez lire les tomes si vous avez d'abord lu la description sur Wikipédia. Fin de parenthèse, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce tome 4, le kidnappeur de l'espace, présente nos protagonistes, nos 4 protagonistes qui vont faire face à l'inconnu. Il faut savoir que dans cette bourgade où ils habitent, où les choses paranormales, surnaturelles, magiques, farfelues se concentrent, on dirait que Spooksville, c'est la ville parfaite qui attire tous les bizarreries. Vous voulez des sorcières, vous voulez des trolls, vous voulez des extraterrestres, des aliens, des dieux anciens. Vous pouvez trouver tout ça dans le Spooksville. Dans cette histoire, nos protagonistes vont faire face, comme je vous disais, à l'inconnu, mais à l'inconnu, venu d'ailleurs, venu d'une autre terre. Il y a des extraterrestres qui vont venir sur Terre et nos protagonistes, nos 4 enfants, vont devoir faire face à cette menace. Ils vont être ramenés ailleurs et ils vont devoir se confronter avec leur kidnappeur. Je laisse ça là, je vous dirai pas plus parce que chaque tome fait une centaine de pages, 120 pages environ. Et on a une petite histoire qui est, ma foi, assez sympathique. Pour ce premier tome, que j'ai lu le tome 4 dans la série, il n'est pas mon préféré. Pourquoi? Eh bien, parfois j'ai l'impression que les dialogues des personnages sont très convenus. Ils sont là juste pour être là, pour s'envoyer des pics par-ci par-là. Mais c'est pas un dialogue très développé non plus. Ça rapporte pas vraiment un plus à l'intrigue. Mais le tout, il est vraiment sympa. Si vous cherchez une alternative aux chairs des poules et que vous tombez sur les Spooksville, n'hésitez pas. Je sais pas s'ils sont réédités, je l'ai pas vu en tout cas, mais si vous trouvez un occasion et si vous voulez tester, n'hésitez pas. On va passer maintenant à une déception et je suis très triste parce que je pensais que j'allais aimer. C'est un auteur que d'habitude j'aime beaucoup, il s'agit de Philip K. Dick. Ce roman, La Boule Cassée, c'est pas un roman SF. Il faut savoir. Et en plus de cela, il est sorti 6 ou 8 années après la mort de l'auteur. Je pense que ces agents se sont dit oui, il y a quelque chose à faire étant donné le renom du bonhomme. Et ils ont sorti ce roman qui, ma foi, je le trouve pas abouti. En tout cas, les 118 premières pages que j'ai lues parce que je l'ai abandonné en route, j'en pouvais pas. Vu qu'il n'a pas sorti de son vivant, parce que le roman, il faut savoir également, il avait écrit en 56, mais de son vivant, il n'a pas sorti. Il l'a laissé moisir dans un tiroir. Peut-être qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait écrit au tout début. C'est juste des suppositions, je ne sais pas. Je suis pas dans la tête de cet auteur, mettant encore moins. Mais il l'a pas sorti. Mais ce roman, il est sorti en 88. Je pense pas que Philippe Dick lui a accordé de l'attention après avoir écrit des ébauches. Je sais pas, j'ai pas plus de détails, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé abouti. Il y a des incohérences. Par exemple, pour vous donner juste une idée, à un moment donné, notre personnage, il doit prendre le repas avec d'autres personnages de cette histoire. Du coup, il est invité, etc. Mais quand il se rend chez les gens, il me semble qu'il les trouve pas. Il les trouve dans un resto. Ils sont en train de manger. Et après, il repart chez ces mêmes personnes pour manger. J'ai dit, ok, il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. Et c'est pas la seule incohérence. Et en plus, les personnages, je les trouvais creux, sans substance. J'étais pas dedans. L'histoire m'a pas captivée de masse. Passé les 118 pages, je me suis dit non. Ça sert à rien de continuer. J'ai feuilleté le roman un peu jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'était juste des scènes par-ci, par là, mais il n'y avait pas vraiment un aboutissement. En tout cas, je l'ai pas vu. Du coup, je regrette pas de l'avoir abandonné. Voilà, je vous ai donné le contexte. Maintenant, je vais vous donner également le synopsis. Dans cette histoire, Jim est disc jockey. Il travaille pour une radio et il a une émission de musique classique. Après que le commercial de leur radio a signé un contrat avec un commercial pour passer une publicité
pour son entreprise. Jim n'est pas content, il aime pas du tout cette publicité, il a ras-le-bol et à un moment donné, en pleine émission, le soir, quand il était seul sur l'antenne, il s'est dit « J'en ai marre, je vais pas la lire ». Cette action de notre personnage va entraîner toute une série des répercussions à l'encontre de sa personne et du coup, sa vie va basculer en quelque sorte. Il a des liens avec une personne de cette même entreprise qui sont assez tumultueux. Il fait la rencontre de la jeunesse de cette époque qui se sent mal comprise, mal entendue dans un contexte sociétal assez tumultueux. Et voilà, ça l'a pas fait pour moi. Peut-être que vous allez aimer cette histoire, mais c'est pas ma préférée. Loin de là, je préfère Philip K. Dick dans un registre de science-fiction. Et encore, parce que j'ai lu une sorte d'histoire autobiographique qui s'appelle La fille aux cheveux noirs, où il montre l'obsession pour ce type de filles. C'est chouette. Voilà, c'est un autre registre, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. La boule cassée, c'était pas ma tasse de thé. Voilà. Bon, on va avancer parce que le temps passe assez vite. Prochaine lecture que j'ai réalisée, c'est Martin Mystère, une petite BD tout en couleur où le texte est écrit en minuscule. Je sais pas si cette BD elle est toujours disponible. J'ai trouvé par hasard dans une boîte à livres et comme j'avais beaucoup aimé le dessin animé quand j'étais enfant, je me suis dit ça serait chouette de lire ces histoires. Vraiment, j'ai passé un très beau moment de lecture. C'est une enquête, c'est une mini-enquête paranormale où notre protagoniste, Martin, va faire face au paranormal. Il faut savoir que Martin, il fait partie de cette organisation secrète dirigée par Mom et il enquête d'habitude sur tous les cas qui se passent dans le monde. Il est envoyé par la dirigeante de cette organisation pour enquêter et il est accompagné par Java des cavernes. C'est un homme préhistorique qui est en quelque sorte le muscle, la masse de cette équipe et également par sa sœur Diana. Dans cette petite BD, il est accompagné de ses acolytes et il va pas être envoyé par Mom, mais hasard va faire bien les choses. Il va se rendre à la ferme de sa tante et là, un incident s'est produit quasiment chaque nuit. La trouille, ce petit cochon de cette dame, il en peut plus. Il est au bord du précipice, il est hystérique parce qu'un événement se passe et se répète. Et il a peur. Je vous dirai pas plus, mais c'était une bonne lecture. Ça m'a ramené en enfance et j'ai beaucoup aimé. L'avant-dernier titre avant une présentation également des films. Du coup, restez jusqu'à la fin parce que le film, il est très bien. C'est Shibatarien, tome 1. Ce tome, je l'ai gagné lors d'une masse critique Babelio et je suis très contente. Franchement, je suis très contente parce que je m'attendais pas à aimer autant. C'est un manga d'horreur, mais c'est un manga d'horreur qui mélange l'horreur physique avec l'horreur psychologique. Dans cette histoire d'amitié, au tout début du récit, Sato trouve Shibata enterré jusqu'au cou au pied d'un cerisier. Il l'aide à sortir de ses bourbiers et les deux garçons se lient d'amitié. Il y a une coïncidence étrange. Son pote, il s'appelle Hajime, comme lui. C'est le même nom de famille qu'il trouve très étrange, mais bon. Et en plus, son ami qu'il a trouvé enterré, c'est le parfait prototype de l'ami inconnu, de la personne invisible qui passe partout dans la société sans être aperçue. Les deux garçons ont un projet de film, mais au final, quand ils présentent cela devant les groupes d'élèves dans leur lycée, on le rayonnait. Après cela, Shibata disparaît de la circulation. Sato, il va rechercher partout, mais il va pas le trouver. Sauf que des années plus tard, Shibata va refaire surface et l'horreur pourra commencer enfin. Est-ce que son meilleur ami d'enfance va devenir son meilleur ennemi? Très intéressant, très intriguant. On a un mélange de scènes douces avec des scènes gore vers la fin et il y a très farfelu, très dérangeant. J'ai rigolé, je vais pas vous mentir, j'ai rigolé parfois dans cette histoire, dans ce récit. Oui, vous pouvez parfois vous douter de ma santé mentale, mais je vous rassure, je suis quasiment normale parce qu'à un moment donné, vers la fin de l'histoire, il y a un mec très musclé qui joue avec nos protagonistes et c'est loufoque. Je vous dirai pas plus, mais c'est loufoque. J'ai beaucoup aimé cette mise en scène, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe dans cette histoire. Ah oui,
encore une chose. Il faut savoir que les dessins du personnage principal de notre Shibata sont très simplistes. Comme vous pouvez le voir sur ce premier de couverture, sa tête elle est vraiment simpliste, même son design du personnage est vraiment simpliste et au tout début je me disais mais c'est vraiment dommage de faire ça pour notre protagoniste principal, un de nos protagonistes principaux. Mais au final j'ai compris pourquoi ce choix. Je trouve qu'il est très bien ramené dans l'avènement de l'action parce que sa simplicité va impacter encore plus le développement de l'histoire. Voilà. Je vous dis pas plus, mais en tout cas, je vous recommande chaudement Shibata Rien. À l'heure que je filme cette vidéo, le tome 2, il est déjà sorti en librairie et j'ai trop hâte de connaître la suite de l'histoire. Et le dernier titre de ce bilan lecture, c'est The Fisherman de John Langen. C'est un coup de cœur absolu, monumental que je vous recommande. Si vous aimez l'horreur cosmique, parce qu'il s'agit de l'horreur cosmique, si vous êtes fan de Lovecraft, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à aller les yeux fermés, mais les yeux fermés. Je sais que l'horreur Lovecraftienne ne fait pas l'affaire pour tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé. C'est plus accessible que Lovecraft, c'est beaucoup plus accessible que Lovecraft et j'ai beaucoup aimé le délire présenté dans ce récit. Je suis très contente que les éditions J'ai lu ont sorti ce titre dans ce format. Je suis vraiment contente. En plus, avec ce jaspage rouge et cette couverture qui brille des mille feux, avec cette bouche qui décrit très bien le contexte, qui décrit très bien ce qui se passe à l'intérieur de cette histoire. J'adore. J'avais perdu espoir. À un moment donné, je pensais que j'allais me retourner vers l'édition anglaise, mais finalement, le miracle est survenu et on a eu droit à cette merveille. J'espère que maintenant, les gens commencent de plus en plus à s'intéresser à ce titre parce qu'il le mérite vraiment. J'avais vu au tout début, quand je l'avais lu, très peu d'avis. Quasiment personne ne parlait de ce titre et je me disais, mais c'est pas normal, c'est un titre exceptionnel, il passe entre les fils du filet. Et j'étais non, faut pas, il faut qu'on parle de The Fisherman. C'est un récit extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs temporalités dans ce récit et c'est beaucoup plus que ce qu'on nous laisse entrevoir sur le dos de la couverture. Parce que ici, on est au-delà de cette histoire des deux pêcheurs veufs qui vont aller pêcher dans un coin reculé. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus complexe. On parle de deuil, on parle de la perte, on parle d'acceptation, on parle d'abomination et de ce que nos choix pourront engendrer pour le reste de l'humanité. C'est un récit très bien mené que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé la manière de narrer, la complexité des personnages qui sont présentés ici. Pour moi, le tout était très bon et très agréable. Peut-être qu'il y avait sur certains passages une petite longueur, mais c'était parfait, c'était très bien maîtrisé. Je vous recommande The Fisherman. N'hésitez pas. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai lu. Mais par contre, j'ai vu également un film au cinéma quand il est sorti. Parce que ce bilan lecture, je vous le présente, mais avec un décalage monstre, parce que ça m'a pris du temps pour refilmer des choses. Mais bon, bref, ça c'est mon problème. Passons au vif du sujet. Nosferatu. J'ai vu Nosferatu au cinéma et j'ai pris une claque. J'ai beaucoup aimé cette adaptation. Le décor, la noirceur qui se dégage de cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'œuvre qui nous a été présentée. J'étais à fond dedans et je ne regrette pas de l'avoir vue au cinéma. Dans ce récit, dans ce film, on nous présente l'histoire de Nosferatu, ce vampire légendaire qui va essayer de s'approprier une jeune femme qui est déjà mariée. J'ai beaucoup aimé la présentation de notre vampire. Oui, je sais, il y a beaucoup de j'ai aimé, mais vous devez faire avec. Le maquillage, les coiffures, les vêtements de l'époque, je trouve qu'ils étaient sublimes. En plus, cette colorimétrie et ce cadrage magnifique. Franchement, c'était très beau visuellement, c'était bien ramené, bien joué. J'ai pris une claque. Vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des avis un peu mitigés, mais pour moi, c'était un film sublime. Bon, il y a certains passages que j'ai pas trop compris. À un moment donné, un des personnages qui fait un voyage, il se rend dans ces contrées éloignées, il rencontre un groupe de personnes et la nuit, on voit une fille nue qui est donnée un sacrifice et j'étais là, mais what the fuck, pourquoi vous ramenez ça comme ça et après, ok, c'est bon.
enlève les mains. Cette scène, c'était pourquoi? Juste pour la beauté de la nudité. Bon bref, ça, j'ai pas compris. Et pareil, parfois les traductions, quand notre personnage principal, il était dans le village, du village étranger, ils étaient pas tout à fait conformes parce que moi, je comprenais ce qu'ils disaient. Et la traduction française, parfois, n'y calait pas trop avec ce qui se disait. Mais bon, les choses et détails, je pinaille. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Nosferatu et si vous avez l'occasion de le regarder au cinéma ou en DVD, en streaming, peu importe comment, n'hésitez pas à lui donner sa chance parce que c'est vraiment un bon film. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, ce petit bilan lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres, si vous avez vu Nosferatu, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.